Montréal, 20 avril 2023, 23h48. Il faut que j'aille me coucher. Mes mains, mes bras, mes jambes, ma nuque, tout en moi est fatigué, et mon esprit plus que tout. 104e jour. Je n'ai jamais vécu autant de stress de ma vie. Je dois lutter de plus en plus souvent pour ne pas être envahi par les principes que l'on nous rabâche, réunion après réunion, stage après stage, discours après discours. Lentement, sans jamais forcer, on démonte nos repères les uns après les autres. Tout est toujours dit sous le prétexte de l'amour. Par exemple, hier, Raël nous a dit « La jalousie, c'est le contraire de l'amour ». Cette phrase serait belle s'il ne s'en servait pas pour coucher avec les femmes des autres. Raël est entouré des plus belles femmes du matin au soir. Il les appelle ses anges. Elles ont toutes 20 ans de moins que lui, minimum. Je suis la seule que cela choque. Ici, le sexe est partout. Il arrive que des couples fassent l'amour en plein air, au milieu du parc, à la vue de tous, y compris parfois des enfants. Il faut que j'aille me coucher. Comment se fait-il que personne ne réagisse, que personne ne soit capable de prendre le moindre recul ? Cela fait 5 mois que Raël et Brigitte prétendent avoir cloné le premier humain de l'histoire, et autant de temps qu'ils refusent d'en donner une seule preuve. Que cela soit du côté des journalistes ou de la communauté scientifique, plus personne ne les croit. Mais aucun des fidèles ne trouve cette absence de preuve anormale ou suspecte. Au stage de l'Éden, c'est à peine si l'on en parle entre nous. D'ailleurs, le plus souvent, on ne parle pas. On écoute Raël. Pendant des heures. Sans jamais avoir le droit de l'interrompre ni de poser des questions. Tout le monde trouve cela normal. Il faut que j'aille me coucher. Ces derniers jours, il me revient des passages de 1984 de George Orwell. Dans cette dystopie glaçante, un gouvernement totalitaire détruit les logiques les plus élémentaires de ses citoyens par des contre-vérités aussi absurdes qu'effrayantes. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. 23h59. Je vais me coucher, mais je sais que je ne vais pas dormir. Au cours de l'année 2003, Brigitte McCann, une jeune journaliste d'investigation canadienne, a infiltré le mouvement raélien. Cette enquête à haut risque a duré 9 mois, à l'issue desquels elle publia des articles dévastateurs. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 3e que nous consacrons au tristement célèbre Raël. De son vrai nom, Claude Vorillon. Ce faux prophète et sinistre manipulateur a endoctriné des milliers de fidèles depuis les années 70 en se prétendant le messager des extraterrestres créateurs de l'humanité. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'apogée de sa secte et des premières grandes révélations qui fragilisèrent enfin son guide suprême. Elle se présente en conférence de presse avec un large sourire et va parler avec le ton doucereux, exagérément calme, de celle qui feint sérénité et sagesse. En ce 27 décembre 2002, Brigitte Boisselier se tient debout face aux journalistes du monde entier. La figure de proue de la branche scientifique raélienne s'apprête à changer pour toujours le destin de l'humanité. Il y aura eu la maîtrise du feu, la scission de l'atome, le premier pas de l'homme sur la Lune, et désormais le premier clonage d'un être humain, une petite fille. Dans un élan de mégalomanie absolue, totalement décomplexé, Brigitte lui donne un surnom pour préserver son anonymat. Au sein du mouvement, il l'appelle Ève. 5 ans après Dolly, la première chèvre clonée par une équipe écossaise, cette annonce est une bombe dont la déflagration touche les coins les plus reculés du monde. À l'époque, elle intervient au cœur de débats acharnés aux États-Unis. Malgré l'intervention de Raël et Brigitte au Congrès, les pouvoirs américains, rapidement suivis par la majorité des gouvernements mondiaux, ont déclaré la pratique illégale. Peu de temps après, le FBI a débarqué chez Cloned, l'entreprise scientifique de Raël, pour saisir le matériel et fermer le laboratoire. Tous les centres de recherche du pays sont verrouillés. Mais la sorcière a plus d'un tour dans son sac.
elle entend poursuivre son projet dans un pays qui n'a pas interdit le clonage. 1 an plus tard, Eve naît dans une clinique secrète. Du moins, c'est ce que prétend Brigitte. À ce jour, elle n'a jamais apporté la moindre preuve de cette opération. Et si elle continue d'affirmer qu'elle a bien eu lieu, son mensonge ne fait désormais plus aucun doute. Un jour, un homme a osé dire la vérité. Membre aveuglé de la secte pendant des années, Damien Marsic était responsable du laboratoire américain de Cloned jusqu'à sa fermeture. Il a fallu 13 ans pour que ce spécialiste en thérapie cellulaire se décide à parler. Je n'ai jamais eu la moindre discussion scientifique avec Brigitte Boisselier. Elle était obsédée par les campagnes de communication et ne venait au laboratoire que pour des shootings photos. La veille de l'annonce de la naissance d'Ève, Brigitte est venue le trouver. C'est l'une des toutes premières fois qu'ils se sont réellement parlé. Brigitte l'a prévenu que le lendemain, elle allait mentir au monde, qu'il n'y avait pas de laboratoire à l'étranger, pas de clone, pas de prouesse historique. Le monde de Damien Marsic s'est écroulé ce jour-là. Lui qui croyait réaliser son rêve en participant à l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire, réalise qu'il n'a consacré sa vie qu'à une mascarade motivée par la seule cupidité de Raël et de son pantin. Partout dans le monde, des dizaines de couples infertiles ou ayant subi la perte d'un enfant avaient avancé 200 000 $ à Cloned dans l'espoir de donner la vie. Aucun d'entre eux n'a jamais pu le faire. Toute sa vie, Brigitte Boisselier jouera la même partition. On ne saura jamais si cette docteure en chimie devenue sorcière était totalement possédée par son prophète ou si elle était partie prenante de cette escroquerie financière aussi tristement brillante que monstrueuse. La médiatisation que connut la secte à cette époque fut sans précédent, si bien qu'elle connut des adhésions massives dans le monde entier. Le gourou se vantait ouvertement d'avoir bénéficié gratuitement d'une campagne médiatique qui lui aurait coûté l'équivalent de 130 millions € s'il avait dû la payer. Raël est alors au sommet de sa gloire. Mais il ne sait pas qu'en réalité, il n'est plus qu'à un pas de sa chute. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Il y a ceux qui déambulent et ceux qui s'assoient. Ici et là, des groupes se forment pour discuter autour d'un café. Certains comparent leurs achats pendant que d'autres lisent leurs précieuses dédicaces. Et il y a bien sûr les visages souvent émus de ceux qui rencontrent leurs auteurs préférés. En ce 3 avril 2004, au Salon du Livre de Montréal, un stand en particulier focalise l'attention des visiteurs. Aux abords de celui-ci, les visages s'assombrissent quand les yeux découvrent le titre du livre vendu ici en présence de l'auteur. Ce titre ne décourage néanmoins personne, bien au contraire. La file d'attente qui se forme commence à serpenter bien au-delà du stand en question. Ce jour-là, la jeune journaliste Brigitte McCann dédicace son nouvel ouvrage intitulé « Raël, journal d'une infiltrée ». Au Québec, où se trouve encore le siège du mouvement à l'époque, ce livre est un best-seller quasi instantané. Cela fait des années que les Raéliens défraient la chronique, scandales sexuels, mécanismes d'emprise et bien sûr, clonage humain. Problème, en presque 40 ans, très peu de faits ont été réellement établis par des preuves irréfutables ou des témoins oculaires. Sous le couvert d'un faux nom et d'un passé reconstruit de toutes pièces, Brigitte a tout vu. Du baptême au stage de méditation sensuelle dans le Jardin d'Éden, elle n'a rien omis dans son livre. Son enquête établit formellement les stratégies d'endoctrinement qui prédominent, encouragées par Raël lui-même. Il faut repérer les plus faibles, de celles et ceux qui traversent des difficultés familiales et professionnelles, aux personnes souffrant par exemple d'addiction, puis créer un dispositif séduisant pour les fédérer autour de lui. On bombarde donc d'amour les nouveaux venus, on leur répète à quel point ils sont beaux, précieux, aimés par les Elohim et utiles pour préparer leur venue sur Terre. On devient le membre d'une communauté soudée et aimante.
Après quelques semaines, la plupart abandonnent leurs anciennes croyances, se baptisent et donnent 11% de leur salaire au mouvement. Et c'est sans compter sur les dons supplémentaires réguliers qu'ils font tous. En récompense, lors de chaque fête organisée par les Raéliens, le nom des 10 plus gros donateurs sont affichés aux yeux de tous pour inciter à donner toujours plus, encore et encore. Les nouveaux venus font également l'objet de tests. Brigitte elle-même a subi une frayeur peu avant son propre baptême. Plusieurs fidèles chevronnés sont venus lui faire part de leurs plans secrets pour dénoncer les mensonges de Raël et lui demander de les rejoindre. D'instinct, elle a vigoureusement refusé en clamant son admiration pour le prophète. Bon choix. On ne cherchait qu'à cerner ses véritables intentions. La plupart des fidèles réussissent ce test, mais l'essentiel est ailleurs. Tous se savent désormais surveillés. Enfin, Brigitte décrit explicitement Raël comme un homme accro à la soumission des femmes. Au sein de l'ordre des anges, celles qui sont les plus proches de lui doivent signer un contrat d'exclusivité sexuelle. Elles ne peuvent avoir de rapport qu'avec Raël. Tous le savent, personne ne s'en alarme. Alors qu'elle s'apprête à dédicacer son nouveau livre, Brigitte McCann se fiche soudain sur son siège. Elle reconnaît un visage dans la foule. Puis 2, puis 10. Ils sont une cinquantaine au total à encercler silencieusement le stand. Pétrifiée, tremblante, Brigitte voit chacun d'entre eux plonger la main dans leur veste pour en sortir un miroir. Tous le tendent devant eux, face à elle. Où qu'elle regarde, Brigitte ne voit plus que son propre reflet. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost, réalisé par Matthew Rock. Dans le prochain épisode, je vous parlerai des nombreux fidèles qui prirent la parole après avoir réussi à quitter la secte et de la manière dont le mouvement a malheureusement perduré jusqu'à nos jours. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées.